Donc le premier panel, il porte sur renouveau de l'industrie marocaine à travers les nouvelles technologies entre utopie et réalité. Donc retour d'expérience de l'industrie 4.0 sur les réels modèles dans l'industrie marocaine. Mesdames et messieurs, je vous prie d'applaudir très fort nos intervenants du premier panel. Alors, directement, je cède la parole à Madame Sloua Belkziz, présidente de la PEBI. Merci, Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Tout d'abord, je voudrais remercier Sijam et toute son équipe pour l'organisation parfaite et surtout l'initiative et le thème choisi cette matinée. Donc, on a appris beaucoup de choses ce matin. Donc, je salue l'intervention de Hicham et je reviendrai un peu sur les résultats de l'enquête qui me semble assez intéressant pour nous, pour le Maroc. Je salue également l'intervention de Sifir Daous, qui nous a un peu tracé l'évolution de l'industrie. Et puis, là où nous en sommes aujourd'hui, nous sommes très ravis de l'étape où nous sommes arrivés aujourd'hui au niveau de l'industrie. Je salue également l'intervention du directeur d'innovation de Atos, qui vraiment, je dirais, nous a donné les concepts réels, la technologie, nous a introduit un peu dans la technologie. Je suis restée un peu frustrée par rapport à l'intervention de Mme Khatib, je ne sais pas si elle est là, si elle est encore là. Je n'ai pas du tout apprécié sa manière d'être un peu agressif vis-à-vis du Maroc, vis-à-vis de tout ce qui se fait au Maroc. Et surtout qu'il y a eu des contre-vérités, et j'aimerais bien quand même les relever, ces contre-vérités. Parce que quand on dit qu'il n'y a pas de compétences au Maroc, moi je dis s'il y a une fuite de cerveau, c'est parce qu'il y a des compétences au Maroc, justement. Quand elle parle je dirais de l'écosystème, je pense que ce n'est pas parce que je suis présidente de la PEBI, mais il y a quand même une fédération qui est là depuis 30 ans, et plusieurs présidents ont travaillé dessus. Il y a un écosystème de start-up qui est très important. Je pense qu'on fait, c'est du bénévolat, on fait énormément de travail, on travaille beaucoup avec notre ministère de tutelle. C'est vraiment un travail de proximité depuis quelques années. On a ensemble tracé la stratégie Maroc Digital 2020. Elle n'est pas encore opérationnelle à 100%, mais c'est tout à fait normal. Il faut savoir que c'est la première fois que le Maroc dispose d'une agence du digital, ce qui est une excellente chose pour la gouvernance, et je laisserai tout à l'heure Madame la directrice en parler. La Poste, c'est juste en face de moi, c'est un exemple vraiment qu'il faut saluer, la Poste digitale. Vous allez avoir un témoignage. Nous venons de lancer le Mobile Payment la semaine dernière avec une interopérabilité qui n'existe dans aucun pays d'autre. On est les premiers au Maroc. Donc je pense qu'il faut qu'on soit fiers dans notre pays, je tenais à le dire. Maintenant, je vais revenir au sujet. Moi, j'ai choisi un autre angle. C'est un petit peu juste l'angle de m'adresser un peu aux entreprises, bien sûr aux entreprises marocaines, nous sommes au Maroc, et juste expliquer un petit peu comment est-ce qu'on peut, nos opérateurs, accompagner justement ces entreprises dans leur transformation digitale. Quand je dis nous, les membres de la PEBI, donc nous sommes à peu près 150 membres. Tous les multinationales sont là, ne sont pas partis, contrairement à ce que vous avez entendu tout à l'heure. Il y a GIP Informatique, il y a Atos, il y a Capgemini, il y a CGI, il y a IBM, il y a Microsoft, il y a Sage. Tout le monde est là et tout le monde fait du Maroc le hub pour l'Afrique. Donc les multinationales sont là pour accompagner justement cette dynamique. Donc qu'est-ce qu'on peut promettre à une entreprise marocaine? La promesse de l'industrie 4.0 pour votre entreprise, pour moi, c'est deux choses. On promet l'usine 4.0, donc c'est comment justement optimiser, automatiser la production, relayer la commande client à des unités de production, des partenaires logistiques et tout ce qui s'ensuit. Et la promesse numéro 2, c'est tout ce qui est service 4.0. Et là, c'est comment pour les industriels fournir davantage de services à leurs clients et pas uniquement le produit. Donc afin bien sûr de générer des nouveaux revenus pour vos entreprises. Donc on passe d'une situation actuelle qui est en fait une situation en silo par rapport aux fonctions importantes de l'entreprise, donc les ventes, le développement de produits, les RH, etc. Et une situation cible qui est plutôt une organisation distribuée avec une intégration des flux entre les différentes fonctions.
Alors, quelles sont les attentes au regard d'une organisation sectorielle? Et c'est un peu, ça rejoint ce que les résultats du baromètre que l'industrie a tenu auprès des entreprises, et ça fait plaisir. Donc, il faut commencer par le commencement. Donc, le commencement, bien sûr, c'est la stratégie de l'entreprise. Donc, comment définir une roadmap stratégique pour l'industrie 4.0? C'est la première question qu'on se pose, et bien sûr, il y a des opérateurs pour vous accompagner pour ça. Deuxième chose, c'est la conception. C'est comment intégrer les besoins clients à tous les stades du cycle de vie du produit. Donc, il faut absolument tenir compte du besoin de client, justement, au niveau de l'ensemble du cycle de produit. Troisièmement, c'est tout ce qui est commercial et marketing. C'est quels services développer et quel modèle de valorisation pour les données d'usage. Si on fait tout ça, c'est bien pour justement pour vendre plus. Là, et on arrive à la production. Donc, la production, on se pose 3 questions. Quels seront les changements dans le processus de fabrication, dans le supply chain? Comment mettre en place des infrastructures de réseau? Comment sécuriser, exploiter et stocker les données? Après, il y a le volet RH. C'est comment former mes équipes, donc c'est la question qu'on se pose en tant qu'entreprise, à la transformation digitale. C'est quelque chose qui est très important, qu'il ne faut surtout pas, négliger, qu'il faut lui donner le poids qu'il mérite. Après, il y a tout ce qui est service. Une fois qu'on a formé les ressources humaines, c'est comment faire des services liés à la numérisation un avantage qui est concurrentiel. On ne fait pas du numérique pour faire du numérique, parce que c'est à la mode, on le fait pour qu'on devienne beaucoup plus compétitif, justement. Et finalement, comment financer ma transformation numérique? Et là, justement, même au niveau étatique, je pense que Mademoiselle Khouloud reviendra dessus, il y a au Maroc des lignes de financement par Maroc PME, il y a de l'accompagnement, etc. Donc ce sont des choses qui existent, peut-être qu'ils ne sont pas assez vulgarisés, mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a des financements, l'État met à la disposition des entreprises des financements pour les accompagner dans leur transformation digitale. Donc on arrive un peu à la rupture technologique par rapport pour votre organisation. Donc, bien sûr, il y a une arrivée massive des nouvelles technologies qui sont matures et de moins en moins chères. Il y a quand même la technologie de plus en plus abordable. Et donc, elle transforme les perspectives d'évolution des industries qui se tournent, mais avec l'impulsion des pouvoirs publics. Donc, j'insiste, le rôle, bien sûr, du pouvoir public, il est très important. Mais quand je vois ce qu'il a présenté Sifoudaous avec les priorités de la charte d'investissement qui sont l'industrie 4.0, nous sommes rassurés par rapport à cette prise de conscience et par rapport aux moyens qui vont être mis en place, parce que j'ai cru comprendre que la charte, elle est déjà au Parlement et qu'elle devrait voir le jour, Inch'Allah, avant la fin de l'année. Donc, je ne vais pas revenir sur ce qui a été dit tout à l'heure, le cloud, le big data et tout ça, parce que vous en avez assez entendu ce matin. Je voudrais juste appuyer sur mettre l'humain au cœur de votre transformation, c'est très très important. Par nature, je dirais, tout le monde a peur du changement, ce qui est normal, donc il faut accompagner tout ça par l'accompagnement au changement. Donc il faut mettre l'humain au centre de la transformation, lui apporter des moyens pour travailler plus efficacement, de manière plus qualitative, tout en lui donnant l'opportunité de faire évoluer ses activités et sa fonction au sein de l'entreprise. Il faut que chacun soit conscient que quand on apporte de la technologie, ce n'est pas pour nous remplacer, mais c'est pour nous permettre justement d'évoluer vers du travail avec plus de valeur rajoutée. Je vais pas trop, je dirais, vous inculper. Je pense que ce que je voulais un peu passer, c'est quelques messages. Et au niveau, bien sûr, au niveau de la PBI, donc il y a, comme j'ai dit tout à l'heure, il y a pas mal d'opérateurs qui sont vraiment à la disposition du secteur pour les accompagner. Je salue la présence du président de la Fédération de l'aéronautique et je pense qu'ensemble, on peut faire des choses également importantes au niveau de ce secteur et je vous remercie pour votre attention. Merci beaucoup, Madame Belkziz, pour cet optimisme, cette intervention d'espoir et d'avenir. Vous avez parlé d'organisation, vous avez parlé de supply chain, vous avez parlé de ressources humaines. Le capital humain, c'est la force de frappe RH pour le Maroc. Pour des raisons professionnelles, Madame, elle devrait nous quitter, donc on va directement prendre s'il y a des questions et pour qu'elle puisse répondre avant qu'elle quitte notre événement. Alors, juste une précision. Madame Ilham Kerdoudi, directrice générale de Maroc Numérique Cluster, elle fera son intervention au niveau du deuxième panel. C'est elle qui ouvrira le deuxième panel, donc c'est très intéressant d'y assister après la pause déjeuner. Je vous prie de bien l'applaudir.
j'en profiterai pour dire un petit mot à mon cher ami Hicham. Je salue son initiative. J'adhère, nous adhérons davantage à son initiative de la Morocotech, et sans lui, cet événement n'aurait jamais eu lieu. Je le félicite, je le remercie chaleureusement. Mesdames et messieurs, s'il vous plaît, des applaudissements. Alors, directement, je cède la parole à Madame Khouloud Abja, donc directrice générale par intérim de l'Agence de développement digital. Je vous en prie, Madame. Bonjour à toutes et à tous. Merci aux organisateurs de l'événement qui est très réussi. Je m'aligne également avec les propos de Selwa par rapport à ce qu'elle a dit sur l'organisation en général. Elle va porter sur le rôle de l'Agence du développement digital dans l'accompagnement des industriels dans leur digitalisation. Donc l'agence, comme vous le savez, c'est une nouvelle agence qui vient de se créer depuis la fin de l'année dernière. Donc c'est une agence d'exécution de la stratégie de l'État digital qui s'appelle Maroc Digital. Alors, dans le cadre de cette stratégie, il y a 3 axes. Le premier concerne l'administration, le deuxième, le secteur privé, et le troisième, les citoyens. Donc aujourd'hui, bien sûr, on parle du secteur privé, donc ça sera le focus, en particulier l'industrie. Donc, on a déjà adopté plusieurs chantiers qui sont des déclinaisons de la stratégie Maroc Digital sur lesquelles on est en train de travailler depuis le début de cette année. Donc, il y en a 14 au total. Parmi ces chantiers, il y a 3 chantiers qui sont liés au sujet qui est traité ce matin. Donc, le premier s'appelle Smart Factory. Le deuxième s'appelle Génération Digitale. Monsieur le secrétaire d'État en a parlé ce matin. Et le troisième s'appelle Digital PME. J'en parle aussi parce que Selwa a dit un mot sur les incitations pour les PME. C'est pour ça que j'ai décidé d'en parler également. Donc, pour le chantier Smart Factory, en quoi il consiste? Donc, l'idée, en fait, bien sûr, c'est d'inculquer et d'accompagner les industriels pour intégrer les nouvelles technologies qui ont été brillamment présentées ce matin. Alors, comment ça va se passer? En fait, on a le projet de mettre en place une petite usine modèle sans papier, donc digitalisée, qui utilise les dernières technologies. Donc, ça peut être l'impression 3D, la robotique, la réalité augmentée, et toutes l'IoT, etc. Et avec des lignes de production, donc une vraie usine qui fonctionne quotidiennement. Et donc les lignes de production, elles seront arrêtées une fois finalisée l'enquête qui a été lancée cet été, que Monsieur le secrétaire vous a montré. Et aussi, on va l'accompagner par des focus group en fonction des secteurs qui vont ressortir comme les plus prêts pour intégrer cette usine. Alors, à titre d'exemple, donc il y a une usine en France qui est un peu comparable, qui a comme ligne de production, je vous dis ça, c'est juste à titre d'exemple, ça ne veut pas dire qu'on va refaire la même chose, parce que ça dépend bien sûr de la maturité des secteurs. Donc en France, ils ont cette usine avec 2 lignes de production, une ligne avec l'assemblage, et ce qu'ils font, c'est qu'ils montent des scooters électriques, et la même ligne de production, elle peut être utilisée pour faire des sèche-linges, toujours en assemblage. Ça, c'est la première ligne. La deuxième ligne qu'ils ont, c'est pour l'agroalimentaire. Donc, c'est de la transformation. Donc, en fait, ils ont repris une machine qui a 40 ans et ils ont placé des capteurs. Et de cette manière, ils ont pu l'automatiser. Donc, ça veut dire qu'on n'a pas forcément toujours besoin que des dernières technologies pour pouvoir faire l'industrie 4.0, qu'on peut reprendre des machines anciennes et les moderniser avec quelques outils. Donc, voilà pour l'objectif de cette usine. Donc, d'abord, c'est à but didactique, pour que les industriels, en particulier les PME et aussi les étudiants, donc ça rejoint le point sur les talents, parce que bien évidemment, qui va pouvoir accompagner ces industriels, et il faut former à ces nouveaux métiers. Donc il est prévu d'avoir des partenariats avec des écoles d'ingénieurs notamment, pour qu'il y ait des formations pratiques complémentaires au cursus d'ingénieurs qui se fassent in situ, au sein de l'usine. Ça, c'est le premier objectif de cette usine modèle. Le deuxième objectif de l'usine modèle, c'est d'encourager l'entrepreneuriat innovant dans l'industrie 4.0, c'est-à-dire encourager les startups. Pourquoi? Parce que les solutions qui seront implantées au sein de l'usine doivent être actualisées fréquemment, et donc il y aura des appels à projets pour que des porteurs des futures startups puissent proposer des solutions qui peuvent intégrer
l'usine et être donc exposés. Ça sera une vitrine pour les startups. Et en même temps, ils pourront par la suite être mis en relation aussi avec des industriels s'ils veulent faire des partenariats, de la contractualisation. Donc ça, c'est l'autre objectif de l'usine. Et bien sûr, elle va encourager le développement de l'écosystème de l'industrie 4.0. Et le dernier point aussi, elle va faire du conseil de l'assistance. C'est un peu comme ce que fait INMA. Donc je ne sais pas si vous connaissez cette usine de lean manufacturing. Donc, mais dans l'industrie 4.0, donc, il y aura des personnes qui pourront accompagner les industriels qui le souhaitent pour faire un diagnostic de la préparation de l'entreprise et l'accompagner pour intégrer quelques solutions qui sont présentes au sein de cette Smart Factory. Donc voilà, donc ça c'est pour ce qui concerne ce chantier-là. Le deuxième chantier qui concerne la génération digitale, donc effectivement parce que le levier de la formation est un levier primordial pour accompagner la stratégie Maroc Digital. On le retrouve au niveau de tous les axes, que ce soit pour l'administration, pour le secteur privé ou pour les citoyens. Donc ce qu'il est prévu de faire, il est prévu de faire des partenariats. Bien évidemment, la première étape avant de faire des partenariats, c'est de bien identifier les besoins en formation de ces métiers d'avenir. Partenariat avec le secteur privé. Ça, c'est la première partie. Ensuite, donc, il y aura des partenariats avec les institutions d'enseignement supérieur, avec les institutions de formation professionnelle et aussi de formation continue pour actualiser les cursus de formation afin d'intégrer tous ces nouveaux métiers et augmenter le nombre de personnes formées. Parce qu'on parle de fuite de cerveau, alors que, bien sûr, c'est un indicateur de l'attractivité et du talent des Marocains. Donc, qu'est-ce qui est important de faire? Ce qui est important de faire, c'est de former plus de personnes. Comme ça, même s'il y a des personnes, quelques personnes qui décident de partir, il y aura suffisamment de talent aussi pour les entreprises au niveau national. Et de plus, ce type d'activité digitale, c'est des services immatériels, permet de travailler à distance. Donc, qu'est-ce qui est important? Ce qui est important, c'est de créer des réseaux, parce que même les Marocains de l'étranger, qui sont dans le domaine, ils peuvent contribuer, je suis sûre, si on leur présente des projets pertinents, ils seraient ravis de contribuer positivement à des projets qui ont un impact au niveau de leur pays d'origine. Donc, voilà. Et le dernier projet dont je voulais parler, donc, qui s'appelle Digital PME, ce projet s'adresse à toutes les PME, quel que soit le secteur d'activité, donc pas seulement dans l'industrie. Il s'agit en fait, donc ce projet, il vient en continuité d'un projet qui a déjà été mis en place au niveau de Maroc PME, dans le cadre de la stratégie précédente, Maroc numérique 2013, où il y avait des mécanismes qui sont toujours à disposition, avec des subventions pour accompagner, par exemple, la mise en place du système d'information ou des équipements. Donc l'idée maintenant, c'est de mettre en place un kit incitatif pour digitaliser plus rapidement l'entreprise. Voilà, je vous remercie. Et un dernier point sur la charte d'investissement. En fait, elle est toujours en préparation en interne. Donc, elle n'est pas encore arrivée au stade de... Donc, il faut qu'elle soit finalisée en interne, qu'elle passe au SGG, et après qu'elle passe en conseil de gouvernement. Après, elle va aller au Parlement. Pour madame, donc, est-ce que vous avez une toute petite minute? Oui, merci beaucoup. Alors, est-ce qu'il y a une question, une demande d'information à adresser donc, à madame Belkziz avant qu'elle quitte la salle? Parce qu'elle a d'autres engagements professionnels. Question, demande d'information. Est-ce que il y a une vision de collaboration avec les universités et les centres de formation pour élaborer une formation adaptée à l'industrie 4.0? Merci, c'est une excellente question. Et juste à votre droite, vous avez Madame Armel, là, à votre droite. Elle est la présidente de la commission formation de la PEBI. Et nous sommes en train justement de monter des formations avec les instituts de formation. Demain, vendredi, nous recevons 10 organismes de formation pour leur expliquer un peu les besoins au niveau du secteur. Et on lance une formation alternée sur 6 mois, c'est ça, sur 6 à 8 mois, entreprises, établissements de formation, avec un engagement de 500 par région. Donc ça fait à peu près 6 000 par an. Voilà. Une autre question? Monsieur? Alors, un autre micro, s'il vous plaît. Là-bas au fond.
S'il vous plaît, vous donnez le micro là-bas, monsieur. Allez-y, monsieur, s'il vous plaît, directement la question. Merci. C'est ce que je fais en Europe et aux Émirats Arabes Unis avec mon entreprise, qu'il s'agit en fait de travailler sur le knowledge, l'informal knowledge, donc le savoir-faire informel des entreprises pour pouvoir capitaliser sur l'expertise et l'expérience des gens dans les entreprises et faire un espèce de mentorat mais de manière digitale. Allô? D'accord. En fait, la question est simple. Est-ce que vous avez exploré une nouvelle manière de faire de la formation qui se base sur le knowledge, l'informal knowledge, donc le savoir-faire informel des entreprises, donc l'expérience de ces gens-là qui vont partir à la retraite, qui ne sont pas forcément dans les entreprises. Moi, c'est ce que je fais, donc par exemple aux Émirats, en Europe et donc dans plusieurs pays via mon entreprise. Et donc, je voulais savoir s'il y avait moyen de rentrer en contact avec vous. Moi, je suis là que en vacances. Je suis venu ici parce que j'ai entendu parler de ça. Et je suis sûr qu'on pourra travailler ensemble pour vous aider à vous apporter. Nous, moi, en tant que Marocain, je serais très content de pouvoir vous aider sur cette partie-là. Merci beaucoup, Madame Belkziz. Dernière réaction. Je voudrais juste vraiment vous remercier pour votre initiative. Nous sommes vraiment partants. Et là, vous allez vraiment déjeuner avec Armelle. Elle ne va pas vous lâcher, hein, s'il vous plaît, on a besoin de vous. Merci, Madame Belkziz. Donc, je pense que vous devez y aller. Merci beaucoup. Applaudissons très fort, Madame Belkziz, s'il vous plaît. Merci encore, Madame. Madame Abja, je vous remercie pour votre intervention très structurée, votre plan stratégique. Vous avez de l'initiative, il y a une vision derrière. Nous avons bien compris vos projets. Je vous remercie pour votre excellente intervention. Vous allez rester avec nous. Tout à l'heure, certainement, il y aurait des questions, des réactions par rapport à votre intervention. Donc, on enchaîne. Donc, le troisième intervenant, c'est Monsieur Redouane Mabchour, donc directeur général Atos ITS Nearshore. Monsieur, à vous la parole. Oui. Merci de m'avoir invité. Merci à l'industrie du Maroc d'avoir pensé à Atos. On s'est vu avec Hicham il y a quelques semaines pour échanger un peu sur l'actualité et comment on voyait l'avenir dans les nouvelles technologies. Quelques semaines plus tard, on est là avec Steve Péguet qui a fait une présentation remarquable tout à l'heure sur des sujets d'actualité, en tout cas qui orientent notre stratégie chez Atos autour des business accélérateurs. Atos Codex qui a été présenté tout à l'heure en est un. Donc merci également pour l'organisation. Je suis assez en phase avec les deux interventions qui ont eu lieu précédemment. Et je vais vous donner une preuve sur la partie ressources et compétences ici au Maroc. Atos Maroc, c'est 1600 collaborateurs. Donc pour éradiquer radicalement, en tout cas, ce qui a été dit d'ailleurs, parce qu'on m'a posé quelques questions, est-ce qu'on fait du call center, puisque l'activité offshoring a longuement été citée tout à l'heure. Non, le Maroc ne fait pas que du call center. Bien évidemment, on a aujourd'hui 98% de nos collaborateurs, ce sont des ingénieurs, des digital transformers, des business accélérateurs ingénieurs. Et donc, c'est ça aujourd'hui le Maroc. Et notre volonté, pour vous donner un peu quelques chiffres, c'est de multiplier les effectifs par 2 d'ici 4 ans. Donc ça montre qu'on a un investissement fort ici au Maroc, que Casablanca, Rabat et bientôt Fès pour Atos est également contribue en tout cas à l'économie numérique du Maroc, que ce soit pour des activités pour des clients qui sont un peu partout éparpillés au Maroc ou dans le monde. Donc ça c'est un point que je voulais vraiment remettre en perspective.
pour revenir un petit peu à notre sujet d'actualité, renouveau de l'industrie marocaine à travers la transformation digitale et les nouvelles technologies. Donc il y a utopie et réalité. Donc j'ai longuement réfléchi. À la question ces derniers jours. Utopie, réalité, ne sommes-nous pas là face à des dilemmes autour du digital qu'il faut répondre, qu'il faut adresser, à mesure que le potentiel des technologies émergentes, telles que, on a parlé tout à l'heure de l'industrie de l'intelligence artificielle et de l'automatisation, notamment, se précisent et deviennent de plus en plus importants, ambitieux. On a plusieurs questions qui émergent, des questions d'éthique, des questions d'équité et d'égalité, et qui gagnent de plus en plus à être, en tout cas posées. Les organisations doivent résoudre ces dilemmes face à deux questions, face à deux sujets, l'art du possible et l'art de l'acceptable. Qu'est-ce qui est possible, qu'est-ce qui est acceptable? Alors chez Atos, on estime que les organisations, en tout cas, qui fonctionnent, qui mettent véritablement, qui fonctionnent, c'est celles qui mettent le facteur humain au centre des préoccupations, même si dans les usines, on voit qu'il y a moins en moins de monde. Donc il y a toute une question sur l'IA aujourd'hui détruit le nombre d'emplois. La vraie question, c'est combien elle en crée derrière. Y en a-t-il? J'ai pas encore vu d'étude précise qui dit que la somme, le plus et le moins sera négatif, le delta sera négatif. Personne ne sait le dire. Par contre, on a des questions à se poser sur effectivement l'adaptation de nos compétences par rapport aux nouvelles technologies. Donc en tout cas, l'humain, le client, l'employé et le citoyen sont au cœur des stratégies numériques et c'est celles qui reconnaissent aujourd'hui des percées assez importantes. Je vais vous donner juste quelques exemples. Alors vous me direz peut-être que c'est pas les bons, mais on est là pour échanger. Les GAFA d'un côté, les BATX de l'autre. Le 11 novembre, ça vous parle? 11 novembre, 11.11.11. Donc c'est là où Amazon fait son plus grand chiffre d'affaires. Alors Amazon, c'est très intéressant. Non, j'ai dit Amazon. C'est Alibaba Express. 27 milliards d'euros en une journée en termes de chiffre d'affaires. Ça lance on fait ça avec quoi? On fait pas ça effectivement on fait ça avec des hommes. Il y a des gens derrière qui ont réfléchi, qui ont industrialisé, qui ont certainement peut-être robotisé, mais qui ont mis surtout l'être humain au cœur de leur stratégie. Donc ici en l'occurrence le client et le citoyen. Selon les analyses d'ailleurs, plus de 40% des dirigeants d'entreprise considèrent que les grands défis en matière de transformation digitale reposent sur la culture et la compétence. On en a parlé tout à l'heure, on y reviendra. Donc les dilemmes sont liés en fait aux défis et aux décisions technologiques, qui plus ou moins, mais ce n'est pas des sujets qui datent d'aujourd'hui, ce sont des sujets qui sont assez anciens. Toutefois, la nature et l'impact de ces dilemmes émergents, ce sont ces dilemmes-là qui sont nouveaux. Par exemple, et je reviens encore une fois sur le facteur humain, l'obsolescence des compétences a toujours été un problème. Mais nous devons maintenant faire face à une situation où le système éducatif traditionnel forme à des compétences qui sont révolues, ou le système qui sont résolues et obsolètes, avant même que les étudiants ne soient sortis du système scolaire. Là, on a un sujet, là, on a matière à faire, donc je ne vais pas être aussi pessimiste que ce qu'on a entendu précédemment, parce que, bien évidemment, l'une des sociétés qui est le plus touchée par le capital humain, Atos, Maroc, aujourd'hui est touchée. Je vais vous donner un chiffre. Le taux d'attrition, donc le nombre de démissions que nous avons par mois, la moitié des démissions sont pour des départs en France. La question, c'est quoi? La France, pourquoi est-ce qu'aujourd'hui il y a une aspiration des ressources? C'est qu'elle-même, Emmanuel Macron l'a compris tout à l'heure, il l'a bien souligné, c'est qu'elle-même, les ingénieurs dans le domaine des nouvelles technologies sont également aspirés ailleurs, où, j'allais dire côte est, côte ouest, États-Unis et continent asiatique. Donc
les compétences sont aujourd'hui, seront requises dans le futur, mais n'ont pas encore été identifiées, et le rythme des changements technologiques est également important. Un parallèle qui est très cher à notre président Thierry Breton, à chaque fois que vous allez le voir, il vous parle d'une seule chose, il vous explique ce que c'est que la loi de Moore. La loi de Moore, on doit certainement l'apprendre aujourd'hui dans les cursus universitaires. Tous les 18 mois, on multiplie par 2 le nombre de données. Et donc, tous les 18 mois, c'est ça, cher docteur. Et donc, du coup, on se pose la question aujourd'hui par une analogie qu'on peut faire sur les métiers. Est-ce que les métiers d'aujourd'hui sont ceux de demain? Bien évidemment que non. Il faut être très agile pour reprendre un terme qui nous est très cher dans les ESN, l'agilité. Nous proposons aujourd'hui des avancées intéressantes et stimulantes dans les domaines de la technologie sur lesquels nous avons effectué des recherches. Ça, c'est John Hall qui dit ça. John Hall, c'est qui? C'est un collègue à Steve Pegay qui fait partie de la communauté scientifique d'Atos. La communauté scientifique d'Atos, c'est très simple. On est présent dans 73 pays et on a les 120 plus grosses têtes du groupe. Sur 120 000 collaborateurs, on a 120 grosses têtes. Steve en fait partie, puisqu'il fait partie de cette communauté. À ma connaissance, il n'y a pas encore de Marocains. En tout cas, de Marocains du Maroc, et même Marocains tout court. Ça va venir, effectivement, on y travaille. J'aurai une anecdote tout à l'heure à vous présenter, mais en tout cas, ça vous donne déjà la marche à suivre. Donc, toutefois, en tout cas, toutes ne seront pas nécessairement perçues de manière positive, ces technologies, par la société. Les entreprises vont devoir étudier attentivement la manière dont leurs produits et services reflètent les valeurs culturelles. Est-ce qu'on peut faire n'importe quoi avec ces nouvelles technologies? C'est une grande question. Et donc je reviens sur la thématique de départ. La question qui se pose, c'est est-ce possible et est-ce acceptable? Donc au fur et à mesure en fait, de ces promesses et les attentes le numérique prennent de l'ampleur, l'impératif commercial aujourd'hui, qui est de réagir, demeure lui inchangé. On est tous orientés, par contre ça a été dit tout à l'heure, on est orienté par le cash, le business, la valeur. On dit souvent quelle création de valeur on a fait. En fait la création de valeur c'est quel est le nombre de zéros, peu importe d'ailleurs l'unité monétaire, mais c'est le nombre de zéros qu'on arrive à créer et le monde fonctionne comme ça aujourd'hui. Donc on appelle ça donc, avec toutes ces questions, on appelle ça donc des dilemmes autour du numérique, des dilemmes autour du digital. Ils aboutissent à des choix positifs dans lesquels ne rien faire, en tout cas ce qui est sûr, c'est que c'est une stratégie qui n'est pas durable. On ne peut pas rester les bras croisés. Alors il y a des questions qui se posent. Tout à l'heure j'ai compris qu'il y avait une communauté IT assez importante à cet événement, mais il y a des questions que les CIO se posent. Par exemple, devrais-je investir dans ma propre plateforme de données ou en acheter une nouvelle? C'est ce que vous aviez également repris tout à l'heure. Comment gérer mon infrastructure existante en même temps que l'exploitation des nouvelles technologies est en plein mouvement? Et pour reprendre quelques thématiques qui nous sont chères, nous, les ESN, étant un nouveau venu sur DevOps, devrais-je investir dans celui-ci ou carrément me concentrer sur du NoOps? Donc, pas d'intervention humaine. Donc voilà, tout ça pour dire que on a, en tout cas chez Atos, on a étudié le sujet. Il y a un livre blanc en fait qui est sorti sur le sujet. Je vous invite à aller sur le moteur de recherche d'Atos et vous tapez simplement Ascent Journey 2022 et vous avez en fait les orientations sur les différents dilemmes que nous pouvons aujourd'hui adresser autour du digital. Il y en a trois catégories et je m'arrêterai là. L'engagement des personnes, les modèles de gestion durable et les confiances et conformités. Alors, lors du débat, on pourra bien évidemment rentrer dans le détail. Moi, j'en ai cité deux, j'en ai repris deux pour finir. Un, l'obsolescence des compétences et absence de nouvelles compétences. Faut-il embaucher ou reconvertir? Saloua, tout à l'heure, avec l'aide également de l'ADD, on a également des pistes. Atos est un acteur majeur dans ce domaine-là. Reconvertir, par exemple, des mathématiciens pour en faire des data scientists un peu plus tard, ça c'est l'un de nos chevals de bataille. L'investissement dans les nouvelles technologies, est-ce qu'il faut être entrant ou suiveur? Voilà, ça c'est donc les dilemmes. Utopie versus réalité. La trajectoire, c'est qu'il faut, dans un premier temps, répondre à ces dilemmes. Merci. Merci beaucoup, Monsieur Mopcho. J'ai bien compris de votre intervention, en une phrase, vous faites du facteur humain votre épine dorsale. Voilà.
C'est très important. Alors, j'ai voulu rebondir sur un point très important. En revenant à la stratégie digitale 2020, il y avait une ambition stratégique, c'est de faire du Maroc carrément un hub régional en Afrique. Mais il y a un pilier très important, si vous essayez de bien décortiquer la stratégie, c'est grâce à la force de frappe RH. C'est-à-dire que sans qualification de ressources humaines, sans facteur humain, nous ne réussirons pas cette transformation digitale. Je vous fais une petite confidence, j'ai travaillé sur un projet avec le secteur public pour digitaliser un petit peu l'administration, c'est-à-dire aller vers des services informatiques. Comme vous savez tous, quand on industrialise les services, on est sur des niveaux de qualité qui sont très élevés. Mais le problème, c'est la culture humaine. Quand on part voir l'administrateur ou le gestionnaire, on lui dit il faut adhérer, nous sommes sur un nouveau projet, il faut travailler sur les systèmes d'information, il y aurait de la dématérialisation. L'être humain, on sent qu'avec son regard, c'est une crainte. Pourquoi? Parce que pour lui, se transformer, se digitaliser, c'est faire sauter son poste. Donc je pense que, revenons à l'étude que Hicham nous a montrée tout à l'heure, 92% des entreprises sur Total Répondant sont des entreprises qui sont conscientes qu'il faut adhérer, qu'il faut se transformer en matière digitale. Je pense qu'on est sur cette phase de conscientisation, mais il faut aller vers de l'action. Beaucoup plus de sensibilisation pour dire aux gens, écoutez, on va vous débarrasser un petit peu des tâches récurrentes et on va vous consacrer à l'ingénierie, à la recherche, à l'innovation. On va faire travailler beaucoup plus votre cerveau. Et ça favorise aussi le plan de carrière des gens. Vous allez avoir un plan de carrière, vous allez évoluer. Continuez à faire des tâches récurrentes de manière matérielle, parce qu'on refuse, culturellement parlant, à adhérer à un processus digital. C'est très mauvais pour l'être humain. Et sincèrement, c'est un avis personnel, c'est l'homme qui crée la machine. Moi, j'y crois. Jamais une machine ne pourra remplacer un cerveau humain, parce que c'est l'humain qui a créé la machine, et c'est l'humain qui va toujours gérer et développer le processus métier des machines. Alors, directement, je passe à Monsieur Fouad Aliwa, directeur de Scatis. Merci d'être parmi nous. Monsieur, si vous pouvez nous parler de un petit peu votre success story, votre carrière, comment vous avez fait pour opérer dans le métier de l'ingénierie, dans tout ce qui est information technology, tout ce qui est éthique. Merci beaucoup. À vous la parole. Alors, merci déjà pour l'invitation. Merci pour l'organisation de cet événement. Moi, la vérité, j'avais préparé une présentation. Je ne sais pas si on peut la dérouler. Voilà, ce sera l'objet de mon intervention. Et puis, si vous voulez, on peut débattre par la suite sur nos expériences, nos différentes expériences au niveau de la digitalisation. Voilà. Monsieur. Présentation. Voilà, monsieur. Alors, pour moi, le digital, c'est maintenant. C'est-à-dire que par rapport aux questions qu'on s'est dit tout à l'heure, je parle du digital qui est peut-être une composante de l'industrie 4.0, mais je dirais le digital dans sa forme la plus large ou l'entreprise intelligente. C'est maintenant parce que, limite, on n'a plus le choix. Le train, il est en marche, le TGV est en marche, puisque c'est aujourd'hui, et il faut qu'on prenne le TGV. Alors, si vous pouvez passer le slide, s'il vous plaît. Alors, pour vous donner un exemple, ici une vidéo d'un cas digital. Welcome. The time is 6:47 a.m. Where are Pickwick Fest available? Begin. Alors, c'est des lunettes sous forme de terminal, des lunettes physiques. Incoming Pickwick Fest. For customer 351, 22 items, please confirm. Confirmed. Showing you the pick list. Go to aisle 17, shop 3. Show item 1. The size for item Voilà, 1 c'est is une société qui a digitalisé la partie picking, la préparation, la planification du picking, moyennant des lunettes Vuzix avec la réalité augmentée. Et puis, les lunettes, ils font office de terminal, de scanner, et c'est connecté en temps réel avec le système. Et au lieu, donc, l'opérateur est la ligne libre, il peut piquer. Le système, à travers ses lunettes, peut lui guider même les trajectoires. Et qu'est-ce qu'il faut piquer? C'est une solution SAP avec collaboration avec Vuzix. Okay.
le système lui indique l'emplacement de la palette, comment la positionner. Maintenant c'est vert, c'est bon. Order complete. Warning. Forklift malfunction Le chariot detected. élévateur, lui aussi, est un objet connecté, donc il a détecté qu'il y a une panne. Okay. On passe le message, on passe au service maintenance. Hey, how are you doing? You sure to set it to DC? Le technicien toujours à travers les lunettes, What's the voltage? connecté au technicien, il lui montre comment faire du premier support. 11.9. Just put both tubes together and you should be fine. C'est réparé, il repart. Warning. Forklift nearby. Même le chemin. La sortie où il doit déposer pour l'expédition, il scanne le numéro de la Order gate. complete. Elle a terminé et c'est de l'optimisation à la fois de la préparation, du picking et le contrôle de la data et du process. Voilà. Alors maintenant, je reviens à ce qu'on disait tout à l'heure, Madame Seloua, par rapport à, on va dire, ou plutôt Madame tout à l'heure, à la question est-ce qu'on a les compétences, est-ce qu'on a l'infrastructure, etc. Certainement, ce sont des questions qui sont discutables. C'est clair qu'il y a une part de vérité, beaucoup de vérité, mais pas tout est noir. Mais moi, je pense que la vraie question, c'est est-ce qu'on a le choix? La vraie question, c'est qu'on n'a pas le choix. Donc, il faut qu'on mette les moyens, il faut qu'on s'adapte pour avoir les compétences, avoir l'infrastructure, avoir tous les moyens pour avoir du digital. Pourquoi? Parce qu'il y a des exemples très concrets, des marques que vous connaissez tous, Kodak, Nokia, BlackBerry, qui étaient là hier et qui ont disparu. Plus que 52% des entreprises aux États-Unis, du top 500 en l'an 2000, ils sont disparus. Donc actuellement, ils n'existent plus. Et dans 10 ans, 60% des entreprises du top 500 n'existeront plus. Pourquoi ils n'existeront plus? Parce que tout simplement, ils ne sauront pas ou ils ne savent pas surfer sur la vague du changement, ou bien ils résistent au changement. Alors, c'est pourquoi le digital, à la fois, ça apporte plein de choses, de modernisation. On est à la page, c'est ce qu'il faut faire maintenant, mais en même temps, parce que maintenant, plus que n'importe quel moment, le digital est à la portée de toutes les entreprises. Je dirais même de toutes les personnes. Parce que c'est faisable, plus que jamais, maintenant on dispose de l'infrastructure, c'est abordable, c'est plus les mêmes coûts, et c'est viable ou c'est rentable parce que ça permet l'augmentation du revenu et de son business. Alors faisable parce que maintenant, au niveau de la connectivité, on a Internet. Internet, les années 90, ça n'a rien à voir avec les débits actuels. On a de plus en plus de IoT, de capteurs, de collaboration B2B. On est dans un monde qui évolue au niveau intelligence, machine learning, prédictif, les robots, etc. Et puis, c'est un business en temps réel à travers du cloud, du blockchain et tout ce qui est d'actualité. Abordable parce que si on prend l'historique de l'informatique, depuis 1985, les grands frameworks actuellement sont équivalents à une simple iWatch qui coûte beaucoup moins cher. Et puis viable parce que ça apporte énormément, je ne vais pas tout lire au niveau des chiffres, mais ça apporte un retour immédiat sur le business, sur le verrouillage et la maîtrise de son entreprise, des process et la proximité avec son client. En résumé, donc, le digital, il y a des process business connectés aux objets qui peuvent être des véhicules ou autres, et puis qui créent des transactions avec les tiers, que ce soit clients, fournisseurs, administration et tout ça. Donc c'est
tout est connecté, le collaborateur, l'entreprise intelligente, les machines, le client, le fournisseur et l'administration. Je fais beaucoup de clics. Alors, un des exemples aussi, c'est celui-là, où à travers une tenue sportive, mais qui est connecté à un système de santé et qui permet de remonter en temps réel des statistiques de santé sur tous les clients. Voilà. Alors, comme là, je dirige la société Scatis et on est partenaire Gold SAP, donc la partie digitale, elle remonte sur le portefeuille SAP, des produits SAP, que ce soit la TPE, la PME autour de SAP Business One, la moyenne et la grande entreprise sur S4HANA qui permet une nouvelle couche digitale. Voilà. Alors j'ai une dernière vidéo, si vous permettez. Oui. Non, alors une dernière vidéo, c'est pour dire aussi, d'après ce qu'on nous a communiqué au niveau de l'éditeur SAP, c'est que dans l'espace de 2030, il n'y aura plus de clavier, de souris. Donc, ce sera une interaction directe avec la machine. Et un précurseur à ça, c'est quelque chose qui existe actuellement au niveau de SAP HANA, c'est que l'opérateur, il peut discuter directement, composer directement des questions en intelligence artificielle à l'ordinateur. Et puis, il y a l'ordinateur qui répond. Il lui pose quelles sont les meilleures ventes, le système, il répond. Les meilleurs revenus, etc. Et le système, il peut zoomer autant de détails que par rapport à l'opérateur. Bon, je ne vais pas tarder plus que ça, je pense qu'on laissera le temps pour la partie débat. Voilà. Merci beaucoup, Sifou Adariwa. Donc, vous proposez une solution SAP très développée. Personnellement, j'ai travaillé avec SAP en 2008. C'est de l'excellence des processus. On vous remercie. Ça donne beaucoup d'espoir pour l'avenir et pour le développement des solutions informatiques. Alors, directement, je cède la parole à Monsieur Mehdi Sherif Alami, qui est directeur général cofondateur de Freighterion. Monsieur, merci d'être parmi nous. Si vous pouvez nous éclaircir beaucoup plus sur le rôle de votre entreprise dans ce processus de transformation digitale. Merci beaucoup. Bonjour à tous, ravi d'être ici. Et encore une fois, bravo à Industrie du Maroc pour la qualité de cet événement et l'organisation. Alors j'avais également une petite présentation pour peut-être planter le décor et expliquer ce que nous faisons chez Freighterion, puisque nous sommes une jeune entreprise innovante 100% marocaine. Donc pour conforter également le point que les compétences au Maroc existent. Voilà. Alors ça va pas être pratique comme ça, donc peut-être je vais vous emprunter votre pupitre, si ça vous dérange pas. Alors avant ça, peut-être on avait une petite vidéo qui présente Freighterion brièvement. Je suis désolé pour les panélistes, c'est pas évident de... In a new era of rapid change and constantly evolving market needs, the B2B supply chain is one of the most underestimated competitive advantage. In emerging countries, transport and logistics costs of industrials and retailers can represent a major portion of their turnover. Not having products delivered in the right place at the right time affects productivity, customer satisfaction, and ultimately the bottom line. Shippers' daily challenge is to ship thousands of products to multiple locations, having to spend countless hours on the phone
to plan, organize, and track their daily transport flows. These inefficiencies result in long loading times and late deliveries, and can lead to dreaded interruptions of the production line, under or overstaffed docks and warehouses, costly buffer stocks or stockouts, and unhappy customers. All these problems could be easily solved by having supply chain visibility. We are Fraterium, the first predictive supply chain platform built around the needs of shippers and 3PLs operating in the most challenging markets. We are redefining supply chain visibility for those obsessed and driven to simplify and optimize. We allow shippers, carriers, and customers to collaborate with simplicity by having instant access to predictive and real-time information of all their deliveries. We collect real-time data from smartphones, GPS trackers, truck telematics, or RFID sensors. And we surface them on the platform of your choice, such as your ERP, TMS, or WMS. Our ETA algorithm takes you beyond the old dots on a map model, allowing you to quickly anticipate problems and efficiently manage exceptions. Your success is our top priority, which is why our best-in-class team ensures your carrier's smooth onboarding and provides continuous support. Our mission is to help you bring your supply chain to the new era. Experience real-time visibility and orchestration, and move from a reactive to a predictive supply chain. Fraterium, transport in the digital era. Voilà, merci. Peut-être avant d'attaquer une petite présentation pour vous expliquer concrètement ce que nous faisons et démystifier un petit peu ce que fait une entreprise de l'industrie 4.0, peut-être réagir au sujet de la thématique qui rassemble ce panel aujourd'hui, donc les nouvelles technologies et la transformation digitale dans l'entreprise, en l'occurrence l'entreprise marocaine. Chez Fraterium, nous ne pensons pas qu'une transformation digitale tous azimuts de l'entreprise, donc de tous les métiers, tous les process, pour quelque part être dans l'air du temps est une bonne chose. Pour nous, il faut clairement identifier les problématiques métiers clés et rapidement déployer des pilotes par rapport à ces problématiques-là. Et ces pilotes doivent se faire avec des entreprises spécialisées, des entreprises innovantes, pour pouvoir apporter la meilleure solution à la problématique rencontrée. Puisque nous, ce que nous avons observé sur le terrain, c'est, et ce qu'on ne recommande pas, ce sont les entreprises qui décident de développer les solutions eux-mêmes. Et nous avons été confrontés à ça sur le terrain. Et généralement, quand ça ne tourne pas au cauchemar, les solutions sont très rarement à la pointe et sont un mélange un petit peu maladroit de systèmes avec des contrôles manuels et des effectifs mobilisés en plus. Donc pour nous, c'est vraiment important de travailler avec des entreprises vraiment spécialisées dans leur domaine. Comme on dit, chacun son métier, sinon tous les industriels demain deviendront une entreprise technologique. Et cela passe souvent à l'étranger, ces collaborations avec des entreprises innovantes, ça passe souvent à l'étranger par des programmes d'open innovation ou des challenges lancés à des startups innovantes. On voit ça ici aujourd'hui sur le marché local, le secteur bancaire et le secteur des telcos l'ont bien compris, mais c'est encore beaucoup trop rare au niveau de l'industrie. Donc pour nous, il y a un travail à faire là-dessus. Rapidement, donc ça c'était pour réagir par rapport à la thématique. Pour passer sur Fraterium, comme vous pouvez le deviner à partir du titre, nous attaquons, on est dans la supply chain 4.0, nous voulons digitaliser l'activité transport des grands donneurs d'ordre. Donc les donneurs d'ordre, c'est-à-dire les industriels, les acteurs de la grande distribution et les logisticiens. Tous ceux en gros qui expédient de la marchandise au quotidien. Peut-être le clicker... Ah, il est là, pardon. Alors, la problématique que nous avons identifiée après avoir échangé longuement avec des professionnels du secteur, c'est que le transport B2B aujourd'hui est une boîte noire pour les industriels. Il y a un manque de visibilité important et qui nuit à la performance, la productivité des équipes et à la satisfaction client. Donc on s'est posé la question, pourquoi ce manque de visibilité dans le B2B, alors que dans le B2C aujourd'hui, on peut commander une pizza sur Jumia ou un colis sur Amazon, recevoir la confirmation de la commande,
suivre le colis en temps réel et être notifié que vous allez être livré. Par contre, pour des camions qui transportent de la marchandise qui, dépendamment des secteurs, a une valeur importante, on n'a aucune visibilité. Donc ça, c'est un gros problème au niveau de la chaîne d'approvisionnement des industriels. Donc j'aimerais que vous imaginiez que vous êtes aujourd'hui opérateur logistique, responsable logistique, directeur supply chain au sein d'une entreprise, sans le casque et le gilet si ce n'est pas votre style. Et donc vous devez expédier des milliers de produits, voire des dizaines de milliers de produits au quotidien, et ça vers des dizaines de lieux, voire des centaines de lieux sur tout le territoire. Donc les lieux, ça peut être votre usine, votre plateforme logistique, vos dépôts, vos clients, vos points de vente. Et pour cela, vous utilisez soit votre flotte en propre, donc vos camions, ou comme la plupart des acteurs sur le marché, vous sous-traitez auprès de transporteurs. Et il faut savoir que 3/4 des flux quotidiens au Maroc de marchandises sont sous-traités. Donc tout ça, vous le faites aujourd'hui, ça se fait sur le marché marocain grâce à un téléphone et un fichier Excel. Donc c'est faisable puisque 99% des responsables logistiques le font aujourd'hui comme ça. Mais au-delà de l'organisation, il faut s'assurer que le camion que vous avez commandé est bien arrivé, qu'il a bien chargé la marchandise, qu'il a bien livré à l'heure, que la marchandise n'est pas endommagée, et tout ça se fait manuellement. Donc le responsable logistique est toute la journée dans la réactivité, donc il résout des problèmes après qu'elles soient portées à son attention. Donc il reçoit des coups de fil, des clients, des magasiniers, de l'usine, de la plateforme, avec toutes sortes de problèmes, et il les résout sur le coup. Et cette problématique-là, elle est due à la structure du marché. Donc aujourd'hui, au Maroc, on a un marché du transport extrêmement fragmenté et très intermédiaire. Fragmenté dans le sens où on a plus de 40 000 entreprises de transport au Maroc, et 90% de ces transporteurs ont 2 camions seulement. Ce qui veut dire qu'un industriel qui doit expédier des dizaines de milliers de produits travaille forcément avec une multitude de transporteurs. Et ces transporteurs-là ont soit leurs chauffeurs salariés, soit ils se traitent eux-mêmes auprès d'autres chauffeurs. Donc c'est cette sorte de structure de marché en cascade où il est très difficile de remonter l'information depuis le chauffeur sous-traité jusqu'à l'industriel. Et également le problème sont les échanges manuels, donc je l'ai mentionné tout à l'heure, des échanges principalement par téléphone, et une interopérabilité très limitée entre les systèmes. Donc la configuration la plus courante sur le marché, c'est un industriel qui n'est équipé d'aucun système et le transporteur non plus. Donc là, les échanges se font téléphone et warqa ou stylo, comme on dit. Ensuite, sur la configuration numéro 4 qu'on observe dans les marchés les plus développés, c'est là où les 2 parties sont équipées d'un système, mais l'interopérabilité est chronophage et très coûteuse. Et il faut s'imaginer que cet industriel travaille avec des dizaines, des centaines, voire des milliers de transporteurs pour les plus grands chargeurs au Maroc. Et l'interopérabilité devient très très compliquée. C'est pour ça qu'on a créé Freterium. C'est une plateforme de gestion et de suivi qui est destinée, qui a été pensée et conçue pour les donneurs d'ordre. Donc les industriels, les distributeurs et les logisticiens. Ce qu'on fait, c'est qu'on met autour de la même plateforme, autour de la même table, toutes les parties prenantes de la chaîne logistique, donc les responsables logistiques, supply chain, magasiniers, etc., avec les clients et les transporteurs qui peuvent communiquer. Comment on fait ça? C'est grâce à les technologies sur lesquelles nous nous basons, les technologies de l'industrie 4.0, qui sont l'IoT, les smartphones, la RFID et le cloud. Donc, il faut savoir qu'aujourd'hui, les industriels qui décident de moderniser leur supply chain décident de mettre en place le GPS et le PDA, qui sont des technologies complètement vétustes, qui ont 15-20 ans, parce qu'ils sont rassurés d'une technologie qui a fait ses preuves, ils ne veulent pas forcément s'aventurer dans des nouvelles technologies, donc il faut quelque part démystifier cela. Et nous, chez Freterium, on surfe sur la prochaine vague, sur les technologies qui apportent beaucoup plus de possibilités que les GPS et les PDA. Oui, absolument. Donc je vais conclure. Donc, tout simplement, Freterium, compte tenu des marchés dans lesquels nous opérons, nous avons fait en sorte de développer une plateforme simple, malgré toute la complexité qu'il y a derrière, pour que tout le monde puisse prendre en main ces solutions très rapidement. Par exemple, tout à l'heure, SAP, Oracle et les grands éditeurs sont des solutions généralement qui ont une profondeur de fonctionnalité et qui sont assez compliquées à maîtriser, où il faut pas mal de formation. Donc nous, on a fait en sorte que ce soit utilisable par n'importe qui en moins de 15 minutes, malgré toute la complexité qu'il y a derrière. Voilà. Bon, merci.
Merci, Monsieur Sherif Alami. Donc, je pense que pour ce premier panel, on est devant un panorama donc des entreprises, des solutions, des technologies. Donc, je pense qu'on est vers la solution. On est en train, je dirais, de monter un écosystème. On verra par la suite comment ça va se passer au niveau de la Morocotech. Pourquoi pas une initiative venant carrément du secteur privé vers le secteur public, le développement d'un triple P. Pourquoi pas qu'il y ait une loi cadre, une convention cadre de travail. On verra comment ça va se développer, mais moi je crois une chose, je pense que l'initiative au Maroc, elle doit venir du secteur privé. 95% de notre tissu économique, c'est des PME. Donc l'initiative du privé vers le public, bon, généralement on pense l'inverse, on dit que c'est l'État qui doit faire la chose, on attend le plus au sommet de l'État, mais quand il y a des initiatives privées louables, des initiatives bien fondée, structurée, avec un business plan, avec une vision, avec une ambition derrière, je pense que le public il va nous suivre et on va concrétiser cela à travers un triple P ou carrément, je dirais, pourquoi pas un écosystème qui rentre dans un modèle de gouvernance ou, je dirais, un mode de pilotage qui est, je dirais, carrément soutenu au plus haut sommet de l'État. Alors, je donne la parole à notre cher professeur. Je l'ai fait exprès, je vous ai laissé en dernier. Je suis professeur aussi. Je sais que je vous laisse faire un récapitulatif, un résumé avec un regard pédagogique sur tout ce qu'on a fait ce matin après ce panorama d'entreprise métier. À vous la parole, cher professeur. Merci, Youssef. Bon, je vais faire peut-être, comme Simedi, comme tout bon professeur qui se respecte, je vais me mettre debout. Je voulais tout d'abord remercier en fait l'industrie du Maroc pour l'événement, pour l'organisation, mais également pour la thématique. Je crois que c'est fondamental, c'est important. C'est quelque chose qui va forger, transformer, réinventer le Maroc de demain et qui est en train déjà de transformer, de réinventer nos jeunes et cette nouvelle génération qui va faire énormément de choses pour ce Maroc. Alors, je voulais remercier en fait les différents panélistes parce qu'on a eu effectivement un large spectre de ce qui se fait, de ce qui peut se faire, et les différents acteurs. On a eu l'APB qui est en fait un acteur de l'écosystème, on a le public avec Khouloud, avec l'ADD, et on a différents types de privés, donc des multinationales qui sont présentes, qui sont en train de tirer vers l'avant, à des startups, à des entreprises moyennes, mais qui sont tous dans l'innovation, dans la création de valeur et dans la contribution pour faire développer ce pays qui nous est très cher. Alors, moi, bon, je suis enseignant, c'est vrai, je suis un peu professeur, j'ai fait de la recherche depuis longtemps sur des domaines comme l'intelligence artificielle, comme le big data, mais je suis également acteur économique. Je suis actionnaire, fondateur de plusieurs startups dans le domaine du digital, pour l'agriculture et pour l'agro-industriel, pour le retail, mais également pour le marketing. Et dans mes quelques expériences, je ne prétends pas avoir une science par rapport à ce sujet, mais dans mes quelques expériences, j'ai constaté que ce digital, c'est quelque chose, c'est une opportunité extraordinaire pour le pays, parce qu'on a une population de jeunes, parce qu'on a notre vraie richesse, c'est cette jeunesse. Et donc c'est vraiment un potentiel pour activer les différents acteurs, aussi bien des acteurs à l'échelle individuelle qu'à l'échelle économique. Alors déjà, parce que depuis tout à l'heure, on est en train de parler de l'industrie 4.0, de la digitalisation, je voudrais très rapidement définir ce que c'est que cette digitalisation, cette entreprise digitale, cette industrie digitale. Alors l'industrie digitale ou l'entreprise digitale ou une entreprise qui est dans l'industrie 4.0, elle se caractérise par 4 principales caractéristiques. Première caractéristique, c'est qu'elle se doit d'être connectée. Connectée, ça veut dire tout simplement qu'elle utilise des objets connectés, qu'elle génère de l'information à travers cette connectivité, qu'elle est mobile, aussi bien pour ses collaborateurs, pour ses clients, pour ses fournisseurs, que pour tout son écosystème. Ça, c'est la première caractéristique. Parce que si on n'a pas cette connectivité, c'est pour ça que l'action sur l'infrastructure télécom, elle est fondamentale. Elle est importante parce que c'est ce qui va booster cette connectivité. Si on n'est pas connecté, ça veut dire qu'on ne peut pas collaborer, ça veut dire qu'on ne peut pas générer de la donnée qui est centralisée, ça veut dire qu'on ne peut pas avoir cette intelligence. Donc, première caractéristique, connectivité. Quand on parle de connectivité, c'est aussi bien au niveau des machines industrielles, c'est aussi bien au niveau des caméras de surveillance, mais c'est également au niveau des PC, c'est également au niveau des hommes et des femmes, et bien entendu des robots qui vont également venir concurrencer tout ce beau monde. Deuxième caractéristique d'une entreprise digitale dans l'industrie 4.0, c'est qu'elle se doit d'être agile. Agile, ça veut dire
qu'elle doit réagir rapidement, qu'elle doit réagir vite, mais qu'elle doit réagir également bien. Agile, ça veut dire tout simplement qu'elle doit être à l'ère de la technologie. Et pour qu'elle soit agile, l'une des caractéristiques fondamentales, c'est l'enablement des jeunes. On ne peut pas être agile et on ne peut pas être dans la solution de demain si on est avec les mindsets du passé. Je ne me considère pas comme jeune, d'ailleurs pour moi, j'étais un peu surpris par l'invitation, parce que normalement sur ces sujets-là, il faut qu'il y ait des gens encore plus jeunes, parce que c'est eux qui sont dans la solution et c'est eux qui sont dans l'air du temps. Agile, ça veut dire également qu'elle doit avoir cette capacité à se changer, à se transformer, à se réinventer. Ça veut dire qu'on ne peut pas être dans une logique conformiste, dans une logique classique où on va continuer à faire les mêmes choses si on veut être agile. Donc cette capacité à se transformer, aussi bien au niveau organisationnel, au niveau du mindset, mais également au niveau technologique et au niveau des pratiques et des opérations, elle est fondamentale. Troisième caractéristique, c'est qu'elle doit être collaborative ou sociale. Ça veut dire une entreprise, elle doit avoir tout son écosystème. Elle doit être dans une logique d'entreprise étendue. On ne doit pas penser uniquement aux collaborateurs, on doit penser aux clients, mais également aux clients des clients et aux fournisseurs des clients. On va penser aux fournisseurs et aux clients des fournisseurs. C'est dans cette logique étendue qu'on va pouvoir penser cette entreprise. Et dans la collaboration, on construit l'intelligence, la performance et l'excellence. Demain, l'intelligence ne peut être que collaborative. La performance ne peut être que collaborative et l'excellence ne peut être que collaborative. Dernière caractéristique, et c'est la caractéristique dont on a parlé depuis ce matin, c'est que cette entreprise doit être intelligente. Alors intelligente, ça veut dire quoi? Ça veut dire d'abord, elle génère des données. On ne peut pas développer de l'intelligence si on n'a pas la capacité à générer de la donnée. Générer de la donnée à partir des capteurs, générer de la donnée à partir des machines, générer de la donnée à partir des hommes. Cette intelligence, quand les hommes, doit être structurée, formalisée pour pouvoir construire d'autres intelligences. Donc, générer de la donnée est fondamental pour une entreprise qui veut être dans l'ère du digital. Et cette génération de la donnée, c'est elle qui va permettre de construire, au travers des algorithmes qui existent, de l'intelligence artificielle. C'est elle qui va activer ces robots. Parce que, effectivement, comme a dit tout à l'heure M. Péguet, il est clair qu'on ne peut pas parler d'intelligence artificielle si on n'a pas une base de données. Aujourd'hui, les acteurs qui se positionnent, les acteurs qui sont au front de la technologie, c'est eux qui disposent du maximum de données. Et cette question de données nous remet à une question fondamentale qui est également une question de souveraineté sur la donnée. Aujourd'hui, on n'y pense pas et je crois que les politiques publiques doivent se pencher sur ce sujet-là. On n'est pas encore dans une logique où on a cette souveraineté sur la donnée. Nos données sont chez les grands acteurs. Et donc aujourd'hui, s'ils veulent nous concurrencer, nous priver de données ou venir influencer nos actions économiques, ils ont la capacité de le faire parce qu'ils disposent de la donnée. Alors, pourquoi l'intelligence artificielle, ce n'est pas un nouveau sujet? C'est quelque chose qui existe depuis les années 70. Tout ce que vous voyez aujourd'hui au niveau des jeux vidéo, c'est de l'intelligence artificielle. L'intelligence artificielle a commencé d'abord dans le domaine des jeux, dans un domaine ludique. Pourquoi? Parce que, de la même manière que l'homme, l'un des premiers éléments d'apprentissage, c'est les jeux. On apprend avec les jeux, on apprend également avec la conversation. Donc tout ça pour dire qu'aujourd'hui, cette intelligence, c'est des algorithmes qui existaient, ces algorithmes qui ont été réinventés, tels que le deep learning. Tous les algorithmes et les modèles mathématiques du machine learning existent depuis les années 70-80. Moi-même, j'ai travaillé dans l'optimisation des algorithmes de machine learning début des années 2000. Mais ce qui a rendu la chose différente, c'est qu'aujourd'hui, on a des données énormes et en masse, et qui sont générées chaque seconde, chaque milliseconde, et on a la capacité de traitement et de stockage nécessaire pour le faire. C'est pour ça qu'on parle de Big Data. Donc, au-delà de ces 4 caractéristiques, il faut noter que dans la digitalisation, on peut digitaliser d'abord les process. Et c'est là où on va faire intervenir des solutions, type ERP, des solutions qui vont dématérialiser nos process, qui vont nous permettre d'être plus performants. On peut digitaliser l'organisation, la partie collaborative. On peut digitaliser l'expérience client, ou l'expérience fournisseur, ou l'expérience collaborateur. Comment on peut mettre à bout de doigts les services qu'on offre aux clients. Et à travers, bien sûr, plusieurs canaux. Et enfin, on peut digitaliser les produits et les services, voire les business models. Et là, c'est vraiment l'ère de la disruption. C'est là où on va voir que des opérateurs comme Uber ou Airbnb ont transformé la donne dans des secteurs comme le transport ou l'hôtellerie. Alors, pour peut-être juste répondre, je sais que je ne veux pas prendre beaucoup de temps, je sais que les gens peut-être ont
commencer à avoir faim. Il y a un déjeuner qui est là, il y a un débat qui est encore plus important que les interventions. Mais je voulais quand même insister pour répondre à la question sur deux choses. Utopie ou réalité, moi je dirais que d'abord, il faut qu'on ait le droit au rêve. Parmi les choses qui nous manquent dans notre pays, on a énormément de capacités humaines. On a des réflexions qui sont importantes. Mais des fois, on se prive du droit de rêver, du droit de penser un Maroc meilleur, du droit à l'espoir. Oui, il y a des choses qui sont noires, il faut les admettre, il faut les reconnaître et il faut construire dessus, mais il faut avoir ce droit à, entre parenthèses, rêver. Est-ce que c'est une utopie en réalité? Sur ce sujet, il y a beaucoup de buzz. Les constructeurs, éditeurs, service providers, sociétés dans le domaine informatique, bien sûr, ils alimentent ce buzz. Mais derrière le buzz, il y a une réalité qui est fondamentale. Ce digital, cette industrie 4.0 est en train de transformer nos façons de faire. Je dirais qu'elle est en train de reconfigurer notre société, même en termes d'urbanisme. Parce qu'aujourd'hui, quand on parle d'industrie 4.0, c'est également des industries à échelle humaine, à échelle locale, à échelle contextuelle. Le transport aujourd'hui est transformé. La manière de travailler, il y a la possibilité de travailler à distance. Donc du coup, toute la construction urbanistique, humaine et culturelle est en train d'être réinventée à travers cette industrie. Maintenant, la grande question, avec tous ces impacts sur l'emploi, sur l'éducation, sur la façon de faire, qu'est-ce qu'il y a à faire? Qu'est-ce qu'il faudrait faire? Moi, je dirais d'abord, il y a un changement de mindset. Au-delà des compétences. Les compétences, on peut les avoir, on peut les développer. Il y a des manières de faire aujourd'hui qui dépassent les cycles classiques d'ingénierie et tout. On peut construire, et je crois qu'il y a des exemples. Moi, j'étais hier avec le directeur de l'école 1337, qui est un grand ami, et qui a été créé par l'OCP, qui est un industriel. Et c'est une autre façon de voir la formation et le domaine de l'éducation. Mais au-delà de toutes ces transformations, il faut changer de mindset. Changer de mindset, ça veut dire tout simplement être dans une logique d'agile, être dans une logique de test and learn. On essaye, on accepte l'échec et on refait si c'est nécessaire. Changer le mindset, ça veut dire également donner la possibilité et le potentiel aux jeunes. Parce qu'on ne peut pas aborder un monde digital sans les jeunes. Et c'est un plaisir de trouver ici qu'il y a quand même pas mal de jeunes, des étudiants, des gens qui sont intéressés par ces sujets-là. Donc, ce changement de mindset est d'abord la première chose à faire. Après, il y a un ensemble d'éléments de coordination, de collaboration, de travail ensemble en tant qu'acteur privé, public, acteur de l'écosystème, acteur associatif. Aujourd'hui, est-ce qu'on a une réflexion sur l'intelligence artificielle comme stratégie? Est-ce qu'on a les investissements? Je ne sais pas si vous en avez entendu parler des investissements qui ont été mis par les États-Unis, par la France, par la Chine, sur le sujet intelligent. On n'en a pas encore. Alors on n'en a pas encore, c'est-à-dire qu'il faut travailler dessus. Il faut aider les autorités publiques, il faut que les autorités publiques et les acteurs publics puissent également aider les industriels et les gens du privé pour aller de l'avant. C'est fondamental qu'on construise une vision pour le futur, mais également qu'on puisse être volontariste et courageux par rapport à cette vision. Il ne sert à rien de développer des visions si par la suite on ne va pas les actionner. Et aujourd'hui, si on accuse quelques retards, ce n'est pas parce qu'on n'a pas fait des choses. On a fait des choses, mais peut-être pas à la bonne vitesse. On a fait des choses, mais pas avec le courage nécessaire. Et c'est de ça sur lequel il faut insister, et c'est de ça qu'il faut parler. Et je crois qu'on est tous responsables pour faire du Maroc un acteur incontournable du domaine digital, de l'industrie 4.0 pour l'Afrique. Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup, cher professeur, pour ce résumé, ce récapitulatif, cette excellente intervention. Alors, si vous permettez, je pense qu'on est en train carrément de transformer les matinées de l'industrie en think tank, professionnels, chercheurs, universitaires, des étudiants peut-être. C'est une excellente chose. Si vous permettez juste un tout petit résumé, je pense que nous avons impérativement besoin de 4 facteurs pour développer et l'industrie 4.0 et l'intelligence artificielle. J'ai pensé à la question de la gouvernance. Oui, il faut le faire dans un cadre, il faut qu'il y ait un écosystème, nous avons besoin d'un mode de pilotage. Deuxièmement, on en a parlé tout à l'heure, le facteur humain. Il est question de renforcement des capacités internes, de mise à niveau du personnel. C'est très important la qualification des ressources humaines. Troisième point très important, c'est la big data. Le deuxième panel, on va parler de tout ce qui est sécurisation des données. Donc c'est très important. Si on n'a pas de big data sécurisée,
on ne pourra faire ni recherche ni innovation. C'est très important. Et quatrième point, notre cher professeur on en a parlé, c'est la question des stakeholders. Il faut qu'on travaille beaucoup plus avec une logique partie prenante. On n'innove pas que pour l'entreprise, mais on innove pour tout son environnement. Et là, on s'inscrit dans un écosystème. C'est très important. Donc, c'est une toute première réflexion. Personnellement, je mènerai beaucoup plus de recherche là-dessus. Donc, avant de boucler ce panel, je cède la parole à Monsieur Fouad Zaidi, qui est directeur du pôle post-digital et membre du comité exécutif du groupe Berid El Maghrib. Merci, monsieur. Bonjour tout le monde et merci Magazine Industrie de nous inviter à ce meeting. Alors, premièrement, j'ai bien sûr, je ne peux pas m'empêcher, avec un background de 25 ans dans le domaine numérique, d'avoir quelques commentaires sur cette matinée. L'espace, je pense que l'espace digital maintenant, c'est une réalité dans laquelle nous sommes en train de vivre et c'est également une très grande opportunité à l'ensemble de l'humanité. D'ailleurs, moi je le dis, je l'ai toujours dit, merci aux GAFA et similaires. Beaucoup de sociétés, de petites sociétés, même des Marocains, des artisans, qui vendent maintenant leurs produits sur Facebook, sur Google, ainsi de suite. Je travaille maintenant chez La Poste et je sais le flux que nous transportons vers le monde entier, vers le Japon, vers les États-Unis, vers l'Amérique latine, vers l'Afrique du Sud, à partir du Maroc. Merci aussi à LinkedIn, par exemple, c'est pas pour leur faire une publicité. Moi-même, je l'utilise et je suis d'une manière constante en relation avec des Américains, des Canadiens, des Russes, en échangeant de l'information. Donc cet espace cybernétique nous permet de partager l'information, mais de partager la connaissance. C'est quelque chose de très très important. C'est une valeur qui n'a pas de prix. Et ça, c'est quelque chose de très très important. Et le vrai problème de l'espace digital, c'est de ne pas être connecté à cet espace. Le fait c'est nos zones blanches où le Maroc reculé qui n'a pas cette possibilité d'être connecté à cet espace, c'est là où est le vrai problème. Et tout notre investissement doit d'abord être convergé et dédié à la mise en place de l'infrastructure de la connectivité pour que tout Marocain doit avoir le droit d'être connecté à ce nouvel espace parce que, comme j'ai dit, c'est une très très grande valeur à l'ensemble de l'humanité. D'ailleurs, quand je parle de cette question de formation, regardez comment nos enfants arrivent à se connecter à cet espace sans qu'on les forme et à partir d'un âge très très bas. Donc même la formation, parfois c'est pas la première priorité. On doit d'abord connecter tout le monde pour qu'on puisse par la suite bâtir sur l'ensemble des autres strates pour qu'on crée de la valeur dans cet espace. Maintenant, sans vouloir effectivement vous retarder davantage, il faut savoir que notre pays aussi a été conscient des enjeux de cette vague. Et depuis 2007, il y avait une loi qui a été votée au Parlement, la loi 5305, par rapport aux échanges juridiques des données électroniques. C'était vraiment, disons, un gap très important qu'a franchi notre pays, parce qu'il a donné, à l'information numérique une valeur juridique. Et cette valeur juridique, ça veut dire quoi? Ça veut dire que cet espace numérique marocain, il devient humain. On peut s'échanger de l'information, on peut s'identifier, on peut signer de manière électronique et nous n'avons plus besoin d'imprimer, de faire le cachet humide, ainsi de suite. Alors, imaginez tout l'apport et la valeur en temps réel, en s'affranchissant du déplacement, en s'affranchissant de l'édition du papier, ainsi de suite. Et Post Maroc était le premier opérateur de tiers de confiance. Et nous avons créé 2 plateformes. Premièrement, la plateforme Berid Design. Cette plateforme permet la production des certificats électroniques qui permettent effectivement à l'ensemble des utilisateurs de s'authentifier d'une manière automatique sur cet espace numérique et en même temps de signer
leurs échanges électroniques pour qu'ils aient cette valeur probante. Alors, l'autre élément donc, très important, c'est d'ailleurs le sujet de l'industrie 4.0, c'est que c'est plus que nous produisons et qui permettent l'identification des humains maintenant sur le système cybernétique, ils permettent également l'identification des objets connectés. On peut les insérer dans des caméras qui sont dans les concepts de Smartville. Nous avons travaillé avec Casablanca sur ce concept. On peut les insérer dans des capteurs qui captent la qualité de l'air et cette information par la suite, il est centralisé dans une base de données sur laquelle nous travaillons par la suite pour fournir aux donneurs d'ordre des informations temps réel et exact par rapport à la qualité de l'air, ainsi de suite. Donc, dans cet espace qui, comme l'a dit le professeur, là où la connectivité est l'élément le plus important, il faut admettre qu'il n'y aura plus simplement que les humains qui vont parler ensemble, mais nous avons aussi des animaux domestiques maintenant avec nous, qui vont travailler avec nous. Ce sont ces objets connectés qui vont faire notre industrie, notre administration et par moi aussi notre quotidien chez nous à travers notre télévision connectée et ainsi de suite. Ça, c'était le premier projet que nous avons mis en place. La plateforme maintenant permet à presque maintenant à 30 000 utilisateurs au quotidien d'utiliser l'authentification forte et la signature électronique, donc en s'affranchissant complètement de l'utilisation du papier. Et ceci, bien sûr, pourquoi je dis une plateforme, c'est une infrastructure, parce que nos produits ou notre infrastructure n'est pas un produit qui est consommable intrinsèquement. Il est utilisé dans d'autres plateformes. Par exemple, la plateforme Badr, que vous connaissez tout le monde. Donc, tous les utilisateurs, l'écosystème maintenant de la douane, il est complètement dématérialisé par l'utilisation de notre plateforme Barry Design, ainsi de suite, pas mal d'autres, les notaires, quelques industries aussi également qui utilisent cette plateforme et qui leur a permis effectivement d'être réellement dans le monde digital. La deuxième plateforme, c'est Barry Tower. Alors, Barry Tower, vu la capillarité du réseau de Barry del Maghreb, la genèse de l'idée, c'était d'installer des towers disons au-dessus de nos agences et mettre un ensemble d'objets connectés qui permettent un ensemble d'informations qu'on donne aux différents donneurs d'ordre. Et par exemple, quand je vois pour la partie transport, à l'intérieur des villes, on peut faire connecter soit comme des relais de communication, mais en apportant de la valeur ajoutée au niveau de ces capteurs pour donner également de l'information sur un ensemble de paramètres de l'environnement. Voilà ce que je voulais dire et je remercie à nouveau fois. Merci beaucoup. Donc rapidement, on est en retard par rapport au déjeuner. Donc est-ce qu'on peut prendre 2 ou 3 questions directes pour les intervenants du premier panel? Allez-y, madame. Votre question, s'il vous plaît. Merci. J'avais prévu toute une introduction, mais je vais poser la question. Oui. Oui. Alors, je suis Safia Lamrani, enseignante en génie industriel et logistique de l'ENSEM. Ma question est très simple. Nous avons une filière qui forme des ingénieurs industriels avec une composante système d'information, MES et WMS très très solide. Je pense que c'est un très bel embryon des ingénieurs de haut niveau qui va être très bon pour le Maroc. Est-ce que vous avez des projets de fin d'études pour eux? Est-ce que vous avez des postes d'emploi pour eux? On est là à votre service. Merci beaucoup, madame, pour cette première question. Donc, une première réponse, madame. Alors, je peux répondre pour l'agence, après je laisserai les autres intervenants. Donc, nous, on a un concours de recrutement qui est en cours. Je ne sais pas si vous l'avez vu. La date limite, c'est ce soir. Donc, effectivement, on cherche des ingénieurs. Donc, si vous pouvez diffuser, je pense que c'est ce qu'il faut juste remplir dans la première phase. Non, en fait, il faut que les personnes aillent sur la plateforme. Par la suite, je vous donnerai le lien. Notre concours est digitalisé. Donc, il faut qu'ils s'inscrivent sur Internet et s'ils répondent aux conditions, ils seront appelés au concours. Donc, ça, c'est pour la première partie. Et les projets de fin d'études, effectivement, on envisage bien sûr de travailler avec les étudiants sur les différents sujets. Donc, aussi, on restera en contact sur cet aspect.
Oui, pour compléter, puisque on est un grand, enfin, j'ai une centaine de stagiaires dans les effectifs au cours de l'année. Il doit y avoir, mais ils vont être près du stand Atos. Il y a une équipe recrutement qui est là également et qui sera ravie en tout cas d'échanger avec vous et de trouver des stages à votre promotion et à travailler ensemble avec l'école en question. Donc aucun souci. C'est parfait. Industrie du Maroc elle fait donc le relais. C'est excellent. Alors, s'il vous plaît, une autre question. Alors, le jeune, après c'est vous. Je vous donnerai la parole. Oui, monsieur. Présentez-vous et directement la question, s'il vous plaît. Donc, d'abord, je me présente. Je suis Ayoub Lenim. Je suis étudiant en 3e année ingénieur industriel logistique. Je suis étudiant de Madame Safia Lamarani. Donc, notamment, j'ai deux questions. Donc, ma première question est à Monsieur L'Alami de Frétérion. Donc, à part la visibilité brute de la supply chain, est-ce que vous offrez des solutions analytiques, c'est-à-dire une analyse du supply chain à travers des indicateurs de performance, DCC, etc., des solutions d'optimisation logistique en temps réel de la supply chain? Sinon, est-ce que vous pensez à développer ces solutions-là? Donc, ma deuxième question, ça tourne autour de la composante africaine. Est-ce que les acteurs de la digitalisation au Maroc, soit les acteurs étatiques, soit les startups, ont conscience qu'il y a un marché important africain émergent avec des taux de croissance du PIB incroyables? Donc, est-ce qu'on peut atteindre ce marché à travers nos solutions digitales? Est-ce qu'il y a des mesures pour atteindre et conquérir ce marché? Merci. Merci beaucoup. Alors, madame, messieurs, une réaction? Des éléments de réponse? Oui. Oui. Donc, par rapport à la première question, peut-être que je n'ai pas été assez clair, mais en fait, les deux enjeux principaux de notre solution, c'est d'améliorer la performance de la supply chain et d'améliorer la satisfaction client. Donc la visibilité répond à ces deux enjeux-là, mais évidemment nous collectons toute la donnée est stockée et ça permet à l'utilisateur d'analyser sa performance logistique de manière granulaire, donc toute la performance, les temps de chargement, les temps de transit, les durées de livraison, les retards moyens, et tout ça pour tendre vers l'excellence opérationnelle au moyen long terme. Donc il y a absolument une dimension analytique qui complète la solution. Alors, dernière réaction? Alors, tout à fait. En fait, pour les startups digitales, pour nous, une startup qui réussit et une startup qui s'internationalise. Donc, effectivement, on est en train de réfléchir à un programme d'accélération pour aider les startups à justement devenir globales. Ce sont des startups à fort potentiel. Voilà. Donc, j'espère que ça répond à votre question. Parfait, merci beaucoup. On est obligé d'arrêter, donc j'annonce clos le premier panel. Je vous rappelle que Madame Kebdoudi, directrice générale de Maroc Numérique Cluster, elle va introduire et commencer sa première intervention au niveau du deuxième panel. Juste un petit mot pour conclure, s'il vous plaît. Rapidement. Rapidement, s'il vous plaît. Je vous demande 30 secondes, très rapidement, et après je vous assure qu'on ira tous manger ensemble. Un petit mot, puisque on a parlé beaucoup de dilemmes ce matin, on a parlé beaucoup de ressources humaines. Je vois beaucoup de choses qui sont écrites dans les newspapers, donc dans les journaux, concernant la fuite des cerveaux marocains. Et c'était notre sujet en filigrane toute la matinée. Une start-up qui réussit, c'est une start-up, vous avez dit, qui s'internationalise. Une ressource qui est employable à l'avenir, c'est une ressource qui s'internationalise également. Donc il faut savoir qu'il ne faut pas avoir peur de ce phénomène. Ce n'est pas une fuite des cerveaux, c'est plutôt une opportunité pour le Maroc, pour les ingénieurs, pour aller regarder ce qui se fait ailleurs et venir et puis après créer de la valeur ici au Maroc. Atos aujourd'hui, je l'ai dit tout à l'heure, 1600 collaborateurs. On a une cinquantaine de collaborateurs qui vont ailleurs dans le groupe marocain et qui reviennent au bout d'un moment pour créer de la valeur ici au Maroc. Voilà, merci beaucoup pour cet optimisme. Un grand merci à tous nos intervenants. Merci beaucoup pour votre présence.